culture attendue par les populations des 4 pays. Cette conférence a donc mis en place, a procédé à la restructuration de notre organisation. Et c'est pour relever les défis. Et parmi ces défis, c'est le lancement immédiatement des travaux du projet énergie, notamment par sa composante interconnexion. Nous avons dans notre pipeline un projet complètement ficelé et pour lequel d'ailleurs on a déjà choisi une entreprise qui le réalise et on est en train de terminer la mobilisation des financements. Nous avons aussi le projet d'interconnexion de lignes, 1700 km de lignes qu'on va faire avec 15 postes de transformation qui vont nous permettre d'acheminer l'électricité à travers nos pays. Composé de 4 pays, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, les autorités sont aujourd'hui engagées pour une considération équitable entre les différents pays membres. Semaine départementale de la jeunesse, le directeur de cabinet du président de la République invite les jeunes de Mbour à participer activement à l'exécution du plan Sénégal émergent. Maître Oumar Youm pense que cette frange de la population représente un maillon important pour la réussite du PSE. Les jeunes qui veulent répondre favorablement à cet appel s'engagent à se former pour accompagner le PSE. Et puis c'est un reportage de Mamadou Diop. À l'instar des autres départements du pays, Mbour a célébré la semaine départementale de la jeunesse. À cette occasion, le directeur de cabinet du président de la République, Maître Oumar Youm, qui a présidé l'ouverture officielle de la cérémonie, a invité les jeunes à s'impliquer davantage dans l'exécution du programme Sénégal émergent. Il convient de souligner à cet égard que le PSE est véritablement un pari sur l'avenir, par conséquent un pari sur la jeunesse. Vous devez donc prendre vos responsabilités, car il s'agit de bâtir le Sénégal de demain. Votre avenir, l'avenir de vos enfants. Cela requiert de votre part un engagement sans faille, un sens élevé de la citoyenneté, un culte du travail. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Louis-Étienne Diouf, le président du conseil départemental de la jeunesse de Mbour, a fait savoir que les jeunes se sont engagés à accompagner le PSE. Nous jeunes, nous sommes interpellés par rapport à notre citoyenneté et donc c'est à travers nos actions, à travers notre démarche, à travers notre engagement, mais aussi de ce que nous cautions pour l'État du Sénégal, que nous devons encore prendre ce côté, cette caution citoyenne pour permettre par exemple aux générations futures de pouvoir construire un pays de paix, un pays de tranquillité. Louis-Étienne Diouf a par la suite listé beaucoup d'autres activités qui vont se dérouler durant toute la semaine. Et cela pour mieux outiller les jeunes. Nous allons inclure des thèmes de formation. Nous allons mettre la transformation fruits et légumes pour permettre à ces jeunes du département de pouvoir avoir la capacité de transformer de fruits et de même de pouvoir installer leur propre unité de transformation. Nous allons aussi préparer les jeunes, surtout au nouveau président de conseil communaux qui viennent d'être élus, donc une formation sur l'élaboration de projets parce que nous avons senti que les jeunes ne savent pas écrire et rédiger un projet. Les communes ont répondu présentes à la manifestation. Les 16 délégations ont défilé devant les autorités municipales, départementales et autres personnalités. Après Mbour, retour à Dakar où la nuisance sonore empêche les riverains des 2 voies de Cambérène de dormir du sommeil juste. La cohabitation chevaux, camions et clando crée un encombrement de la voie publique et pose un sérieux problème de sécurité. Ainsi, les autorités municipales sont invitées à réagir rapidement pour régler ce problème. Adja Antadien. Des chevaux par-ci, des camions par-là, c'est le décor noté au niveau des 2 voies de Cambérène. Une situation que les habitants vivent depuis plusieurs années. Si vous voyez donc les 2 voies actuellement, donc il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas l'hygiène, il n'y a pas donc vraiment un environnement sain pour pouvoir maintenant vivre donc en communauté. Maintenant, ça crée des accidents pour les élèves qui étudient donc dans l'école Loukman, dans l'école Unité 5, etc. etc. Donc maintenant, c'est que les autorités doivent donc avoir donc de la volonté. En cas d'urgence, dans le quartier, les habitants rencontrent d'énormes difficultés pour avoir accès au goudron. Il y a ma femme qui était malade. J'ai eu toutes les peines du monde pour sortir avec la voiture. J'étais obligé de prendre un taxi, tellement que les voitures se garent ici. Nous n'avons plus
le bien-être ici. Le chef de quartier de l'unité 7 ne dit pas le contraire. En ma qualité de délégué de quartier, je confirme tout ce qui a été dit ici. On a fait venir les autorités locales et les autorités administratives afin qu'ils voient de visu le comportement des chauffeurs. Alors, ils avaient pris des mesures pour déblayer l'endroit. Une propriété absolue a été faite. Mais malheureusement, quelques temps après, ils ont revenu à la charge. Ces riverains fustigent l'attitude des autorités face à cette situation. Toutefois, ils lancent un appel au ministre des collectivités locales pour mettre fin à le problème. Au niveau du conseil municipal, on en a toujours parlé, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune action. Moi qui vous parle personnellement, j'ai plus confiance à la mairie pour venir exécuter ce problème-là. Aujourd'hui, nous faisons un appel aux autorités du pays pour qu'ils puissent venir nous aider. Et c'est la énième fois qu'on lance ce cri du cœur. Aujourd'hui, l'appel, c'est qu'aujourd'hui, le ministre Diène Farba Sarr puisse venir nous aider à aménager les deux voies. Les habitants des unités 5, 6, 7 et 8 des deux voies de Cambérène, tous concernés par l'encombrement, lancent un appel aux autorités avant que cela ne soit trop tard. Ce jeudi, l'association d'entraide des établissements préscolaires catholiques a célébré ses 30 ans d'existence. Tous les diocèses du pays ont participé à la cérémonie présidée par Monseigneur Théodore Adrien Sarr. À travers l'entraide, le préscolaire catholique dispense un enseignement de qualité aux enfants de toutes les catégories sociales confondues. Toutefois, l'État est invité à doter davantage de moyens à ces établissements afin donc d'améliorer la qualité des enseignements. Louise Tinassagna. Années au service de la petite enfance, voilà ce que célèbre l'association d'entraide des établissements préscolaires catholiques du Sénégal. C'est avec une attention pédagogique que ces religieuses éduquent les enfants de 3 à 6 ans dans l'objectif d'aller de l'avant tout en répondant aux normes de l'éducation de base. Nous voulons en ce jour aussi magnifier la noblesse de cette tâche que nous vivons, de cette mission que le Seigneur nous a confiée dans l'Église, mais aussi dans le Sénégal, parce que l'association ne prend pas seulement en charge les enfants issus des familles catholiques, mais c'est tous les enfants des confessions religieuses confondues. Alors pour ça, je pense que pour moi, c'est une fierté aussi de sentir aussi à l'intérieur de l'association les anciens, les moyens et les jeunes qui travaillent pour vraiment booster cette éducation. Notre objectif, c'est aller toujours de l'avant, donc faire de telle sorte que dans toutes les écoles préscolaires de l'association, que tu aies les moyens ou pas, mais que tu puisses répondre aux normes de l'éducation, que les enfants soient bien formés du point de vue religieux, intellectuel, humain, social, tout ce que l'enfant a besoin pour s'épanouir et grandir dans la société. Dans 60 écoles préscolaires catholiques sur l'étendue du territoire national, plus de 500 éducateurs et 800 stagiaires, Monseigneur Théodore Adrien Sarr, satisfait, salue l'enseignement de qualité que dispense le préscolaire catholique à travers l'entraide. On est heureux avec tout le monde de voir que l'association que nous avons laborieusement mise sur place, non seulement a pu exister, mais a vraiment prospéré. Et certainement que les objectifs que nous visions sont assez bien atteints, c'est-à-dire s'occuper de la petite enfance, aider les enfants à s'épanouir un peu partout, mais aussi et surtout trouver les moyens pour pouvoir apporter cette éducation non seulement aux enfants de la ville, mais aussi aux enfants de la campagne, c'est-à-dire prendre l'enfant là où il est et l'aider petit à petit à épanouir ses potentialités et à grandir pour pouvoir entrer dans le primaire avec vraiment toutes les chances de réussite complète. Le préscolaire catholique représente un maillon essentiel dans le dispositif éducatif sénégalais et aussi riche soit-il en qualité, il demeure cependant affaibli par la forte demande sociale et la subvention jugée dérisoire que l'État lui alloue chaque année. Il y a 22 ans, le peuple rwandais subissait l'un des génocides les plus meurtriers de l'histoire, une guerre ethnique qui a entraîné la mort de quelques 800 000 personnes. Aujourd'hui encore, l'on réclame justice. Retour sur les faits avec Pape Ousmane Sissé. En juillet 1994, quelques 800 000 hommes, femmes et enfants, principalement Tutsis, ont été massacrés au Rwanda. Il fut commis dans le cadre d'une guerre civile opposant le gouvernement rwandais
constitué de Hutus au Front patriotique rwandais FPR, accusé par les autorités d'être essentiellement Tutsi. Le 1er octobre 1990, des Rwandais exilés et regroupés au sein du FPR décidèrent de revenir au pays à partir de l'Ouganda et de prendre le pouvoir par les armes. En réponse, les autorités rwandaises menèrent une double stratégie, se défendre avec l'armée contre l'agression militaire du FPR et liquider tous les Tutsis de l'intérieur du Rwanda. La qualification de génocide pour désigner ces crimes est la conclusion que l'Organisation des Nations Unies n'a su ni l'empêcher ni la faire cesser plus tôt sont retenues en novembre 1994 dans la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui institue le tribunal pénal international pour le Rwanda, puis en 1999 par la commission mandatée par le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Après le génocide de 1994, le Rwanda est passé sous la domination de la minorité Tutsi, avec à sa tête Paul Kagame, qui a grandi en exil en Ouganda dans un milieu anglophone. C'est ainsi que le Rwanda a provisoirement rompu ses relations diplomatiques avec la France et en novembre 2009 obtenu son intégration dans le Commonwealth. Le génocide des Tutsis au Rwanda aura été le drame le plus jugé dans l'histoire du monde. Depuis 20 ans, des dizaines de milliers de Rwandais sont comparus devant la justice internationale, les juges occidentaux et les tribunaux populaires rwandais. Connu sous le nom générique des génocides des Tutsis, ce massacre fait partie des génocides les plus sanglants du XXe siècle. Une situation qui pousse certains même à dire que cette horreur fait partie des plus gros échecs de l'ONU, qui a pour mission principale de maintenir la paix et la stabilité dans le monde. Un reportage signé Adjara Sissé. 22 ans après, on se rappelle de l'épisode tragique et sanglant dans l'histoire du Rwanda qui a fait 8000 morts. Les causes de ce génocide qui a duré pourtant que 3 mois furent multiples, mais l'accumulation de la haine entre Hutus et Tutsis au fil des années a déclenché les hostilités. La haine contre une ethnie, ce qui est très grave parce que ce sont des gens qui ont théorisé le massacre d'une partie de la population du Rwanda, en l'occurrence les Tutsis. La colonisation, surtout belge, qui a attisé le feu, la présence militaire française et les errements de la politique française au Rwanda, notamment sous le règne de Mitterrand, des aventuriers qui ont déclenché un peu cette insurrection qui a eu des conséquences néfastes. Ce massacre des Tutsis est classé à la 3e place des plus grands génocides du XXe siècle, transformant le Rwanda en immense charnier. La conclusion qu'en tirent certains au lendemain de ce cauchemar est que l'ONU a failli, comme dans plusieurs situations, à sa mission première qui est d'assurer le maintien et la stabilité de la paix dans les États. Le Rwanda est un des pires échecs de l'histoire des Nations Unies. C'est une tache noire parce qu'il y a eu des signaux d'alerte qui ont été ignorés jusqu'au bout. L'ONU a sous-estimé l'ampleur de la tragédie et il y a même une sorte de déshonneur parce qu'au moment où il y avait ce massacre, l'ONU s'est complètement désengagée de ce pays et ce qui donne un bilan aussi terrifiant, c'est que la communauté internationale, de surcroît l'ONU, a été aux abonnés absents pendant que se déroulait l'un des pires massacres de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, sorti de ce film d'horreur, le Rwanda est classé parmi les pays émergents vu son taux de croissance qui est de 7%. Un traumatisme qu'ils ont su surmonter grâce à la culture de l'unicité et de la solidarité, mais aussi par le travail du gouvernement sur place. C'est la notion de résilience, c'est-à-dire la capacité d'un pays à faire face à un traumatisme d'une très grande ampleur. Et je pense que c'est un pays extrêmement résilient, parce que 22 ans après ce génocide, le Rwanda aujourd'hui est cité en exemple. Un des pays les plus stables de la région, où presque la corruption a été quasiment éradiquée. Ça a blessé beaucoup de gens puisque les gens ils étaient mariés avec donc ces gens-là, même si on n'était pas vraiment tous, on était concernés. Donc ce qui montre que vraiment ça a touché toute la population donc du pays. Aussi, ce qui a permis donc à la population rwandaise de se remettre debout,
il y a aussi la première chose qui nous caractérise, c'est l'unité nationale. 3 mois de souffrance avec des massacres de proximité à la machette, entre voisins, entre familles et entre amis. Aujourd'hui, le Rwanda est cité en exemple à travers le monde pour avoir été capable de surmonter ce chaos, pour s'installer dans le Gotha des nations émergentes. Sur l'international, nous irons aujourd'hui en Turquie, en Belgique et au Congo où 17 personnes ont été tuées lors des affrontements après la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Fatou Bintou Diagne. Le gouvernement congolais a affirmé que ces violences ont poussé des milliers d'habitants à fuir les quartiers du sud de Brazzaville. Il a accusé l'ancien chef de milice Frédéric Binsamou d'être impliqué dans ces troubles. Selon Thierry Mongala, porte-parole du gouvernement congolais, 17 personnes, dont 3 agents des forces de l'ordre, ont été tuées ce lundi. Celui-ci a qualifié les violences d'actes terroristes. Thierry Mongala avait accusé des ex-miliciens d'être à l'origine des tirs d'armes automatiques et détonations ayant réveillé les riverains de cette zone dans la nuit du dimanche au lundi. Il a renforcé ses accusations en affirmant que le gouvernement disposait de preuves accablantes de leur implication. Le parquet fédéral belge a lancé ce jeudi un nouvel avis de recherche concernant le 3e assaillant de l'aéroport de Zaventem, surnommé l'homme au chapeau, dans l'enquête sur les attentats de Bruxelles qui ont fait 32 morts le 22 mars dernier. Une courte vidéo le montrant à l'aéroport international aux côtés des 2 kamikazes qui se sont fait exploser à Bruxelles avait déjà été diffusée. Les enquêteurs ont 7 fois détaillé le parcours du suspect en sortant de l'aérogare jusqu'à ce que sa trace se perde dans Bruxelles, dans la matinée du 22 mars. Ils ont rendu public de nouvelles images de vidéosurveillance à l'appui de cet appel à témoins. Après la France, la déchéance de la nationalité s'est invitée dans la politique turque. Le président de la Turquie a proposé pour la première fois de priver les partisans du Parti des travailleurs du Kurdistan de leur citoyenneté turque. Recep Tayyip Erdogan a suggéré de déchoir tout ce qu'il considère comme des complices, avocats, intellectuels, journalistes ou élus y compris. Selon le président, pour les mettre hors d'état de nuire, nous devons prendre toutes les mesures, y compris déchoir de leur nationalité les sympathisants de cette organisation qu'il qualifie de terroriste. Nuançant les propos du président turc, le Premier ministre a exclu pour le moment des mesures de déchéance de nationalité. Cette idée n'est pas mûre, a-t-il martelé devant la presse. C'est effectif, le président de la République, Macky Sall, vient de procéder à la pose de la première pierre du centre multifonctionnel dominé par l'arène nationale. Le monde de la lutte, bien représenté par les ténors, a magnifié l'acte. Cette infrastructure de 32 milliards de francs CFA sera livrée en 2019. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ce journal. L'information revient demain à 13h. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, les programmes se poursuivent sur la DTV. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue
dans ce nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour. L'entretien du jour a le plaisir aujourd'hui de recevoir Abdou Ndene Sall. Il est le secrétaire d'État au réseau ferroviaire national. Il est aussi le coordonnateur de l'APR dans le département de Tivaoune. Monsieur le secrétaire d'État, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de venir expliquer aux Sénégalais ce que je suis en train de faire. Nous démarrons avec le dossier Transrail, un dossier qui vous tient à cœur et qui tient également à cœur l'ensemble de vos collègues du gouvernement. Dernièrement, ce même gouvernement a résilié la convention qui le liait à la société Advance. Est-ce que vous pouvez revenir sur les raisons qui vous ont poussé à résilier ce contrat avec Advance concernant Transrail? Bon, nous avons cherché à résilier depuis longtemps parce qu'en fait, nous avons fait un diagnostic du secteur et le meilleur moyen de reprendre le secteur, c'était de résilier la concession qui était en place, qui était une concession non opérante. Donc, c'est pourquoi nous avons résilié pour pouvoir relancer le chemin de fer. Parce que, comme vous le savez, le président de la République, lorsqu'il a accédé au pouvoir, il a une vision, il a fait le PSE. Avec le PSE, c'est 3 axes. Une des axes, c'est la transformation économique, transformation de l'économie. Nous allons avoir beaucoup de production. Quand on dit production, il faut un transport adéquat pour accompagner ces productions. Donc, conscient du rôle majeur que doit jouer le chemin de fer dans la compétitivité économique du pays, le président de la République a développé une vision du chemin de fer articulé sur un maillage du territoire. Oui. Un maillage du territoire. Donc, les projets qu'on avait, il fallait nécessairement reprendre ce chemin de fer pour pouvoir investir. Parce qu'en fait, l'ancien régime avait donné une concession complète. La concession complète, c'était le concessionnaire qui devait faire les investissements nécessaires. Comme nous avions constaté que le concessionnaire n'avait pas les moyens de faire les investissements nécessaires, il fallait nécessairement reprendre cette concession pour permettre à l'État d'investir sur le patrimoine. Et justement, qu'est-ce que cette résiliation a coûté à l'État? Parce que là, c'est une rupture unilatérale de contrat. Non, en fait, c'était prévu dans le cadre du contrat. Parce que l'État avait signé un contrat de concession avec Transrail SA. C'est pas Advance. Advance est simplement actionnaire à Transrail SA. Il est à peu près à 51%. Sinon, il y a à peu près 10 actionnaires, dont les 2 États. Mais Advance est l'actionnaire majoritaire. Majoritaire, oui. C'est ça. Mais en fait, il y a beaucoup d'actionnaires. Donc, c'est une société. Nous avions donné une concession d'exploitation ferroviaire à Transrail SA. Donc là, nous avons résilié par fait de prince, parce qu'en fait, dans le contrat de concession, il y avait 6 possibilités de résiliation différentes. Nous avons étudié les 6 possibilités nous étions accompagnés quand même, nous avions eu un accompagnement juridique. La résiliation par fait de prince était la meilleure. Et ça n'a rien coûté à l'État? Si, ça va coûter à l'État du Sénégal. Hein, mais en fait, nous allons payer normalement parce que en fait, dans la résiliation de fait de prince, il fallait payer quelque chose par rapport aux bénéfices futurs du restant des délais, parce que c'est une concession de 25 ans, 2003. Maintenant, nous avons résilié au bout de 13 ans. Donc, il fallait payer, calculer les bénéfices futurs pour les payer, c'était ça. Et plus maintenant un pourcentage du chiffre d'affaires. Mais comme vous le savez, les bénéfices futurs sont calculés sur les bénéfices antérieurs. Et comme vous le savez, Transrail SA a 11 bilans négatifs. Depuis 2003, il a toujours présenté des bilans qui sont négatifs. Donc les bénéfices qui seront escomptés, comme les bénéfices seront calculés par rapport aux bénéfices antérieurs, donc c'est 0. Par rapport maintenant au chiffre d'affaires, nous allons lui payer au maximum 5% du chiffre d'affaires, qui est des chiffres d'affaires. En valeur absolue, ça fera combien? En valeur absolue, ça fera moins de 700 millions. Mais actuellement, c'est extrêmement... C'est pas cher payé, là? Non, c'est pas cher payé, parce qu'en fait, nous devions prendre l'outil.
c'est un outil qui est extrêmement important parce que le transport n'est pas de la production, mais le transport appuie la production. Donc nous devons prendre cet outil. Donc il fallait payer pour prendre cet outil. Mais nonobstant les 700 millions, dans le cadre de la gestion de Transrail, Transrail SA doit aussi à l'État beaucoup d'arrêtés de paiement. Par exemple, la concession, il est resté longtemps sans payer. Pendant 10 ans, il n'a pas payé de concession. Et les gens ne lui ont jamais réclamé les frais de concession. Il y a des arrêtés d'impôts et tout. Donc, si on fait quand même les soldes croisés de ce qu'il nous doit et de ce qu'on lui doit, en fait, c'est lui qui va devoir nous payer de l'argent. Et maintenant, est-ce vrai que c'est le groupe Bolloré qui est en pole position pour la reprise de Transrail? On parle d'un repreneur plus solide et plus sérieux, Bolloré qui aurait mis 700 milliards sur la table. Quelle est la vérité dans tout ça? Non, ça vraiment... C'est de l'intox? C'est de l'intox. C'est vraiment des... C'est des gens, c'est des investisseurs qui sont intéressés par ce programme, qui sont en train de faire du marketing. C'est du marketing au niveau de la presse. C'est du marketing. En fait, c'est quand on veut, en matière de stratégie, quand on veut entrer dans un secteur, on développe quand même des stratégies pour pouvoir entrer rapidement. C'est une OPA. C'est une OPA qu'ils veulent faire. Mais en fait, tout ça, ça rentre dans l'intox. Parce qu'en fait, nous avons repris ce secteur. Après avoir repris ce secteur, nous allons d'abord faire la transition. Nous avons installé une transition de 9 mois. Nous avons installé déjà les organes de transition qui vont faire la transition. Et nous allons discuter avec les partenaires techniques financiers qui vont nous accompagner pour réhabiliter les chemins de fer. Parce que, comme vous le savez, nous avons eu des retards d'investissement importants dans les chemins de fer qui n'est plus adéquat parce qu'en fait, nous avons des vitesses commerciales de 20 km. Sur une demande de 3 millions de tonnes, nous arrivons à peine, Transrail arrivait à peine à faire 10%, 300 000 tonnes. Donc, vraiment, il n'y avait plus, le rail n'était plus, les chemins de fer n'étaient plus adéquats pour faire des transports. Donc, il y avait des problèmes de compétitivité et il y avait des problèmes de productivité du matériel du chemin de fer, c'est-à-dire du matériel roulant. Il n'y avait plus de matériel du tout parce qu'en fait, en fin de compte, le Transrail marchait avec 2 ou 3 machines et ils arrivaient à peine à faire un train par jour. Donc, c'était une société, même si l'État n'intervenait pas, c'est une société qui allait en faillite. Parce qu'en fait, on ne peut pas accumuler 12 bilans négatifs. Le capital social de Transrail était de 9 milliards. Donc, il y avait une détérioration du capital social jusqu'à moins 15 milliards 8. J'avais des dettes à court terme, c'est-à-dire les dettes sociales, les dettes sociales, les dettes commerciales. Les dettes le Sénégal uniquement? Non, je vais vous expliquer, je vais continuer à expliquer. Il y avait des dettes à court terme de plus de 15 millions encore et des dettes à long terme de plus de 30 millions, qui fait que Transrail était dans une situation financière qui ne lui permettait plus d'accéder au marché financier, d'avoir des relations privilégiées avec les banques pour pouvoir lever de l'argent pour mettre dans son fonctionnement. Donc, qui fait que même si les États... Transrail n'était plus solvable. Si les États n'intervenaient pas, Transrail, quand même, n'était plus... Il y avait une conséquence. Transrail n'était plus compétitif, n'était plus solvable et n'était plus rentable. Donc, les trois réunis font que Transrail n'était plus efficace. N'était plus efficace parce que l'efficacité, ça mesure quand on donne des objectifs de transport, il faut le faire. Et n'était plus efficient parce qu'en fait, il faisait le transport de manière chère et non sécuritaire. Donc, il fallait nécessairement intervenir parce que, comme vous le savez, normalement, lorsque j'ai été nommé secrétaire d'État du secteur, nous avions prévu l'année dernière de mettre à peu près 10 milliards pour réhabiliter le réseau. Bon, on était dans l'impossibilité de l'utiliser parce qu'en fait, nous ne pouvons pas financer une société privée. Comme vous le savez, la concession qui était là, c'est une concession complète où Transrail SA avait
la charge, l'exploitation du chemin de fer et la réhabilitation du patrimoine. Donc on ne pouvait pas lui donner ces 10 milliards, parce que donner ces 10 milliards, c'est donner les 10 milliards à un privé. Il ne faut pas oublier que Transrail, c'est une société privée. Donc l'État intervient simplement en termes de support, parce que c'est extrêmement important. Mais c'est une société privée qui doit accompagner. Non, en fait, nous accompagnons. C'est une société privée comme toutes les autres. Nous devons les accompagner comme on accompagne les autres sociétés privées. Nous devons mettre le cadre.